Donc, Denis Coquet, moi je suis de Haute-Savoie, donc on peut dire un gars de la montagne. Prendre de la hauteur nourri par une beauté assez contemplative, des paysages est quelque chose qui me fait du bien. Et ce recul et cette hauteur, pourquoi j'aime la montagne? Parce que elle permet aussi de descendre un peu plus en profondeur dans qui on est. Et on revient jamais complètement le même d'une rando en montagne. Et voilà, cette dynamique-là, prendre du recul, gagner en hauteur et prendre le goût de la profondeur, voilà, c'est né dans mes jambes étant déjà enfant et maintenant ça nourrit ce que je vis. Pour, on peut le mettre dans l'écho de ce que je viens de dire, c'est que ce goût pour la beauté, ce goût pour la profondeur, je l'ai d'abord creusé d'un point de vue artistique, donc j'ai fait des études de littérature pendant plusieurs années. Essayer à travers la création artistique de l'écrivain d'aborder ce regard autre sur l'humain et ce vadrouillage dans ses profondeurs. Après, j'ai moi-même eu à cœur de creuser cette profondeur-là avec un goût nouveau qui n'est pas du tout issu de mon milieu, mais qui était un peu quelque chose que j'avais en propre. C'est un goût pour une profondeur qui relie à la transcendance. Et j'ai creusé ça dans la vie monastique, que j'ai découvert d'abord ponctuellement, puis ça a été un peu comme un amour qui s'est emparé de moi, et j'ai été moine pendant une dizaine d'années. Et en fait, c'est des rencontres amicales. Vous savez, quand la porte du système se ferme, il faut trouver une ouverture par des fenêtres ou des sentiers singuliers. Quand le système se ferme, c'est par l'homme qu'on trouve des sentiers. Et donc, essentiellement par des rencontres. Et c'est des rencontres amicales qui m'ont éveillé au monde de l'entreprise et plus spécifiquement au conseil auprès des dirigeants. Là, une belle question. Mon quotidien, c'est une présence auprès de dirigeants, beaucoup dans le face-à-face. J'accompagne beaucoup des dirigeants en face-à-face. Le dirigeant est quelqu'un qui, on le sait que trop, vit une solitude au sein de laquelle il a à prendre des décisions et pour cela à arbitrer. Et je suis souvent pour eux un face-à-face qui va permettre cette prise de recul, ce gain en hauteur et cette descente en profondeur qui permettra de discerner peut-être les bonnes décisions. Qu'est-ce qui fait réussir une entreprise? Une vaste question, ça. J'en ai rencontré de toutes les tailles, de tous les métiers, dans tout plein de pays. J'ai isolé deux composantes que je peux universaliser, ce qui fait réussir une entreprise selon moi. Il y a un critère externe, un critère interne. Le critère externe, c'est savoir se différencier favorise l'attraction, se différencier en externe, puis en interne, se fédérer. Une entreprise qui est fragmentée, et les métiers fragmentent, parce que les métiers, c'est tous dans la même piscine, mais chacun dans sa ligne d'eau. Qu'est-ce qui va pouvoir fédérer une équipe? En amont des métiers, c'est la vision d'identité de l'entreprise, qui elle est, ce en quoi elle croit, ce qu'elle défend, sa raison d'être. Moi, je travaille là-dessus. Voilà. Je sais pas, je peux t'en donner quelques-unes rapidement. Tu me parlais de ce que j'avais vécu. Moi, ce qui m'a permis de devenir qui je suis, c'est des rencontres. Je ne veux pas jouer Edouard Baird, mais les rencontres, c'est ce qui fait voilà, des rencontres ont émaillé ma vie. Alors, il y a les rencontres solaires des personnes qui m'ont éclairé. Et puis, à 18 ans, j'ai rencontré un mur en moto. Donc, ça, ce n'était pas complètement prévu. Et en conséquence, j'étais un peu tout cassé, mais j'ai été privé de la mobilité de mon bras droit et je suis droitier. Donc, j'ai vécu une PDS, une putain de soustraction à 18 ans. En 18 ans, c'est pas longtemps pour toi, Emma. Moi, c'était il y a longtemps, mais c'est le moment où tu te lances et te déploies. Et moi, ça a été un peu Icare, quoi. Le moment où tu te lances et pouf, ben, avec une seule aile, tu tournes en rond. Donc là, ça a été un peu le moment où je me suis retrouvé au sol. Et là, ben, je rencontrais un nouveau mode qui n'est pas l'addition et la multiplication, mais la soustraction. Et ça a été très nouveau pour moi. Une soustraction qui allait durer, parce que j'avais pris perpète, parce que c'était tellement grave que ça allait m'accompagner toute ma vie. Ben, peut-être là, ce que je peux essayer de dire, c'est que ton regard, il se visse au rétroviseur, parce que c'était mieux avant.
comment faire pour que ton pare-brise soit plus grand que ton rétroviseur? Ça a été une partie de ma vie, ça. Et tu vois, pour moi, la petite pépite sous la soustraction, c'est d'oser lâcher le rétroviseur et poser cette question. Est-ce qu'au travers de ce qui m'a été enlevé, quelque chose pourrait m'être donné? Et de savoir que quand tu as prononcé cette question, tu es dans un souverain inconfort parce qu'il ne se passe rien, mais tu as ouvert à l'intérieur de toi l'espace qui pourrait recevoir quelque chose de neuf plutôt d'être nostalgique de la perte de l'ancien. Et ça, c'est la première pépite qu'on a fait naître une deuxième chez moi, c'est de se dire, mais finalement, quand tu vois ce que c'est que de naître, pour un enfant, naître, c'est se séparer. Tu vois, alors combien de temps faut-il pour qu'un homme se sépare de sa maman? Je ne sais pas, 40, 50 ans, je ne sais pas, tu me parleras de ton expérience personnelle. Mais tu vois, le fait de naître, c'est se séparer. Et donc la deuxième petite pépite, mais que je pose comme une question, hein, c'est pas une grande sentence, mais est-ce que dans chaque séparation, ne pourrait-il pas se cacher un enjeu de naissance? Sachant que la séparation connote la mort, donc le deuil, donc la tristesse et tout le processus qu'on connaît. Pourtant, moi, ce que j'ai essayé d'apprendre, et je ne me fais pas visiter comme la maison témoin, hein, parce que c'est un truc où on est en travail permanent là-dessus. On est labouré, mais tu vois, quand tu revisites certaines grandes séparations, ça peut être d'activités que tu as perdues, de relations que tu as perdues. Bon, moi, entre autres, ça a été ma morphologie, mais si tu essayes d'écouter ces deux choses, mais est-ce qu'au travers de ce qui m'a été enlevé, quelque chose m'est donné? Et au travers de cette séparation, est-ce que ça ouvre pas un espace pour une naissance? Ça, moi, ça a commencé à déplacer mon regard, tu vois, du rétroviseur au pare-brise. Et puis les deux dernières petites pépites rapides, euh, c'est quand il n'y a plus de sortie, c'est peut-être qu'il y a une entrée. Moi, je me suis retrouvé dans plein d'impasses dans ma vie parce que j'avais fait des choix à un moment donné qui m'ont collé en ces impasses, parce que j'ai consenti à des situations qui ne me respectaient pas, parce que j'en sais rien, mais tu vois, et j'ai essayé de me sortir de trucs qui ne m'allaient pas, et je me tapais comme une mouche sur une vitre à ne pas parvenir à sortir, et j'ai pu franchir quelques caps en laissant retentir cette question, mais l'enjeu, c'était pas de sortir, quoi, c'est d'entrer, et d'entrer dans autre chose. Quand tu perds une activité dans l'ordre du faire, une relation dans l'ordre du vivre, est-ce qu'il n'y aurait pas à chercher à entrer plus profondément dans l'ordre de l'être, dans qui tu es? C'est peut-être pour moi le seul sentier qui est tout le temps accessible, c'est la profondeur de l'être. Et je trouve que je termine là-dessus, c'est très d'actualité parce qu'on est dans un temps qui n'est pas facile. Hein. Et je trouve, voilà, ce qu'on dit en sagesse un peu antique, quoi, plus c'est dur à l'extérieur, plus il faut être fort à l'intérieur. Et à défaut d'être fort, on est dur ou mou. Euh, donc je crois que d'être fort à l'intérieur, c'est une exigence d'intériorité. Qu'est-ce qui va pouvoir m'intérioriser? Pour moi, c'est ce que j'essaye d'apporter aux dirigeants. On a vraiment une nécessité actuellement, pas simplement à être dans la performance opérationnelle du dedans, mais dans la vitalité du dehors, pardon, mais dans la vitalité du dedans. D'avoir ce sens de l'intériorité, alors c'est un grand mot, hein. On va retenir trois trucs. L'intériorité, c'est ce qu'on essaye de faire, Emma, tous les deux, c'est d'éveiller une intelligence en appétit du vrai, et la vérité rend libre. On n'en est pas propriétaire, mais en quête de, et ça fait du bien parce que ça élève et ça libère. L'intériorité, c'est aussi un cœur en capacité d'aimer et d'être aimé. Et quand on aime et quand on est aimé, on est plus fort à l'intérieur. On en a tous l'expérience. Et si le vrai et l'amour arrivent à se cristalliser dans le choix, et le choix peut nourrir les deux autres, ça aussi, ça intériorise. Et voilà, c'est ce que j'essaye à ma petite mesure de vivre qu'à un qu'à an, parce que c'est un combat, hein, c'est pas simple, mais j'essaye d'apporter ça dans le monde du dirigeant. Et je suis frappé de voir qu'il y a une vingtaine d'années, quand j'en parlais, ça avait un côté un peu exotique. Maintenant, c'est en plein milieu de la réflexion de nombre de dirigeants. Être fort à l'intérieur de soi, de son codir, de ses équipes, de son entreprise, pour être en capacité de préserver ce qu'on a de plus singulier, puis de le donner à l'extérieur. Parce que l'être aussi s'accomplit dans le fait de le donner.